Ok, bonjour, bienvenue à tous. Donc, deuxième série de capsules sur les modèles non supervisés. Ok, donc la première partie, c'était sur l'analyse en composantes principales. Donc, encore une fois, l'analyse en composantes principales marche quand on a des ensembles de variables qui sont toutes continues. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'on les normait et on était ensuite capable de faire une analyse, c'est-à-dire soit de regarder les individus dans l'espace des variables, soit les variables dans l'espace des individus. Et encore plus intéressant, la projection duale des deux qui pouvait se superposer, ce qui permet de voir les variables qui se ressemblent, les variables qui s'opposent, les individus qui se ressemblent, les individus qui ne sont pas pareils, les individus qui sont proches de certaines variables, et ce genre de choses. Ok. Donc je vais basculer sur mes transparents, si vous voulez bien. Donc pour parler de deux méthodes autour de cette analyse donc, de variables catégorielles. Les deux, je vais les relier un petit peu plus tard. Je vais commencer par présenter la première. La première, c'est ce qu'on va appeler l'AFC en français, qui est l'analyse factorielle des correspondances, qui correspond tout simplement au cas où j'ai seulement deux variables catégorielles que je veux analyser. Okay, donc, on a deux variables catégorielles, donc chacun prenant un certain nombre de modalités. Donc, je vais réutiliser un exemple assez classique, qui est celui sur la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Okay, puis on va essayer de voir un petit peu quelles sont les modalités qui s'attirent, qui se repoussent et ce genre de choses. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de voir comment étendre ça dans ce qu'on va appeler l'ACM, donc l'analyse des correspondances multiples, pardon. Donc la petite subtilité, les deux sont sur les modèles factoriels, donc on garde le f de factoriel. La seule chose, c'est que dans le deuxième cas, on parlera d'analyse multiple des correspondances. Okay, donc c'est ça dont on va parler dans cette série de capsules qui vont correspondre à ce cours à cette séance de cours en tout cas sur l'analyse de données factorielles. Ok, donc comme pour l'ACP, je vais commencer par quelques petites références. Donc c'est à peu près toujours les mêmes. Donc à savoir le livre de Leber et co-auteur sur l'analyse exploratoire multidimensionnelle, okay, qui vous présente les différents outils théoriques associés à ces problèmes. Okay. Ensuite, j'ai repris les deux livres de François Husson, de Sébastien Lay et de Jérôme Pagès, qui sont en fait les auteurs du package Factominer. Donc, on va retrouver les deux livres, un en français et un en anglais, mais qui reprennent en gros les mêmes histoires. Okay, donc, le chapitre 1 était dédié à l'ACP. Le chapitre 2 va être associé à l'analyse des correspondances. Donc, je vais garder l'idée. Jérôme Pagès avait fait un livre uniquement dédié à cette analyse des factoriels multiples. Okay, donc, ce qu'on va appeler l'ACM par la suite. Donc, je reprendrai quelques exemples dans leur code, dans leur livre. Donc, on verra essentiellement donc deux types de données, de modèles. Donc, j'insiste sur la séparation des deux parce qu'on verra. L'une est clairement l'extension de l'autre. Okay, j'essaierai de montrer un petit peu les parallèles qui peuvent exister entre les deux. Mais au niveau de la présentation, pour faire le parallèle de manière propre avec la CP, je vais commencer par l'analyse factorielle simple, on va dire. Donc, ce qui sera la fonction CA dans Factominer. Et dans un deuxième temps seulement, on fera la notion de multiple. Okay, donc, je vais quand même séparer les deux pour des raisons pédagogiques. Mais encore une fois, l'analyse multiple est une méthode plus générale et on verra comment l'analyse avec deux facteurs finalement peut être vue comme un simple cas particulier de l'analyse multiple. Ok, alors sur ces méthodes, je voulais juste revenir sur des choses que j'avais peut-être évoquées lors de l'introduction. C'est que ces méthodes sont populaires depuis quand même assez longtemps. Donc ça a été initié essentiellement par les travaux de Benzekri, qui avait proposé cette méthode-là, et ça a été repris assez vite en fait dans pas mal de travaux. Et là, je cite un livre de Pierre Bourdieu, donc un sociologue de formation philosophique. Okay, donc on est un peu, j'allais dire, aux antipodes du scientifique de données. Okay, donc on a quelqu'un qui est encore une fois philosophe de formation et qui, malgré tout, dans pas mal de livres, essaye d'argumenter avec des données. Okay, donc ça, on s'en doute, c'est le travail d'un sociologue d'aller faire des enquêtes et d'aller collecter des données, mais surtout une analyse de ces données qui passent par des visualisations. Donc là, c'est des tableaux qu'on va retrouver dans ces livres, donc je ne vais pas insister trop longtemps sur les visualisations, mais ce qu'on voit apparaître, donc ces travaux-là, ce sont des projections, de variables factorielles. D'accord. Donc on essaye de voir un petit peu, en gros, c'est
les relations qu'entretiennent certaines personnes avec l'art. D'accord. Donc, on va retrouver des informations, par exemple, ici sur le revenu. Donc, à l'époque, c'était un ouvrage où les montants étaient donnés en francs. Donc, on peut voir apparaître le 300 000 francs. Donc, on voit apparaître ici. Donc, ici, on voit les hauts revenus. On voit les personnes avec, au contraire, des revenus plus faibles. Donc, on voit des variables qui sont associées à l'argent. On voit apparaître des noms d'opéra. On voit apparaître des noms de peintres. Okay. On voit des informations sur une culture musicale, sur les noms des compositeurs. Donc, c'était des enquêtes qui avaient été faites sur les relations qu'entretenaient les gens avec les arts de manière générale. On va retrouver aussi des catégories sociales. Donc, on va retrouver des cadres moyens et administratifs. On retrouve en violet essentiellement des catégories. Donc, par exemple, les instituteurs qui vont plutôt être visiblement dans cette catégorie-là. Les employés de commerce qu'on va plutôt retrouver par là. Donc, c'est ça dont on va parler, c'est le fait qu'on peut aussi, au lieu de, donc, encore une fois, quand vous pensez à CP, je pense qu'il faut penser aux données du décathlon. Donc, on avait des scores, des performances de sportifs. Ici, on va être dans des catégories. Okay. Donc, on se demande comment les catégories s'associent entre elles. Est-ce qu'il y a des modalités qui sont très proches d'autres et au contraire des modalités qui vont se repousser. Okay. Donc, je vous en ai mis un ici, voilà, sur la bourgeoisie, sur le capital économique, le capital culturel et ce genre de choses. Okay, donc, c'est des choses qui sont très populaires dans un grand nombre de disciplines. Et l'idée de cette capsule, et sûrement des 2 ou 3 prochaines, je ne sais pas encore en combien ça va être découpé, mais on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette analyse des correspondances. On s'en doute, on ne devrait pas être trop loin de l'ACP. Okay, la seule chose, c'est qu'on n'a pas un format de données qui se prête pour l'instant, en tout cas, à de l'ACP. Okay, donc, on essaiera de voir comment est-ce que je passe de l'ACP, qui était quelque chose que finalement on comprend bien, d'accord, avec cette analyse de matrice, on fait cette décomposition en valeurs singulières et on récupère des valeurs propres. Alors, je préfère le faire sur les matrices multipliées par leur transposé, donc M transposé ou M transposé M, et on va regarder leur analyse spectrale, okay, puisque là, cette fois-ci, on a des matrices carrées, et on récupère donc les composantes principales qui vont être interprétées comme étant les vecteurs propres, pardon, qui sont interprétés comme des composantes principales. Okay, donc, on va voir comment est-ce qu'on fait pour appliquer ça dans le cadre de nos données, c'est-à-dire des données profondément catégorielles. Donc, la première étape, on l'a faite, c'était cette étape autour de l'ACP. Okay, donc, l'ACP, c'était à vocation, donc c'est vraiment des méthodes de réduction de dimension. Okay, donc, on aura une série de capsules, 2 séries de capsules sur la réduction de dimension, un dans le cas continu, un dans le cas catégoriel, et ensuite on partira sur les notions de cluster. Mais l'ACP, c'est des notions de réduction de dimension dans le cas très spécifique des données numériques. Okay, donc, les variables étaient continues. Donc, ici, on est dans ce couple de capsules sur l'AFC et l'ACM. Les deux ont en commun de travailler sur des variables qualitatives, ce qu'on pourrait appeler des facteurs, des catégories, ce genre de choses. La seule subtilité, c'est que dans un cas, il me faut uniquement 2 variables, et dans l'autre cas, j'aurai plus de 2 variables. D'accord. Donc, juste un petit rappel, ce que c'est qu'une variable catégorielle. Donc, une variable catégorielle, encore une fois, c'est une variable, donc ce qu'on va appeler un facteur en R. D'accord. C'est une variable qui va prendre un certain nombre de modalités. Okay, donc, a priori, j'aurais grandi le nombre de modalités pour une variable. Okay, éventuellement, je noterai grand J quand on en aura 2, puis K, L, ce genre de choses quand on en aura plusieurs. Okay, donc, j'ai, dans un contexte un peu général, I modalités possibles pour ma variable. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire là-dessus? J'en avais parlé, je pense, un tout petit peu quand j'avais fait les rappels. Un outil classique quand on veut travailler sur des facteurs, et en particulier quand on va se poser la question de l'indépendance, et c'est une question que nous on se pose, hein, c'est est-ce que mes deux variables sont fondamentalement indépendantes, ou si elles ne le sont pas, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je suis capable de visualiser pourquoi est-ce que c'est pas indépendant? A priori, si je mets c'est pas indépendant, c'est sûrement qu'il y a soit des facteurs qui s'attirent, soit des facteurs qui se repoussent. Okay, dit de manière simple. Donc, nous, on va aller un peu au-delà de ce qu'on faisait quand on faisait tout simplement de l'analyse de l'indépendance. Okay, et ce qu'on a utilisé pour analyser cette indépendance, ça devrait sûrement nous servir. Okay, j'en avais parlé un tout petit peu. L'outil classique pour faire cette analyse, c'est le test du Ki2 de Pearson, qui consiste tout simplement à se demander ce qu'on aurait dû obtenir comme fréquence dans le tableau de contingence sous hypothèse d'indépendance. Okay, donc, l'outil de base qu'avait introduit Pearson, c'était de se dire, si jamais vous voulez travailler sur des données qui sont catégorielles, on va s'intéresser à un tableau de contingence. Un tableau de contingence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une variable x1 qui peut prendre i modalité, une variable x2 qui prend j modalité, on va créer un tableau avec i ligne et j colonne, dans lesquels ce qu'on va trouver pour le terme i et ij,
ce sera tout simplement le nombre d'observations qui sont dans cette catégorie-là. Okay, donc ça, c'est l'outil de base du test du Wiki2, du test d'indépendance, mais c'est aussi ça qu'on va utiliser en fait par la suite. Et une fois que j'ai dit ça, on comprend pourquoi on se limite au cas de la dimension 2. C'est que je vais avoir une première variable qui devra me servir de ligne et ma seconde variable qui va me servir de colonne. Donc une fois qu'on a vu qu'il y a un tableau de contingence qui intervient, on voit que déjà on est arrivé déjà sur des valeurs numériques et on peut tenter de faire quelque chose qui serait de l'ordre de l'ACP sur ces variables numériques. Okay, je vais juste essayer d'arriver comment est-ce qu'on va faire cette ACP, parce qu'en fait, elle sera faite elle sera un peu particulière, dans le sens où ce qu'on va faire, c'est pas comme on faisait auparavant des distances euclidiennes, parce que la distance euclidienne avait du sens sur les variables numériques. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est de la corrélation. Okay, encore une fois, tout est autour de l'analyse de la dépendance et de l'indépendance. Pour voir que deux variables numériques sont associées ou pas, on va regarder leur corrélation. Okay, donc on avait vu ce qu'on faisait fondamentalement, c'était on normait les variables, on regardait leur matrice de corrélation. Encore une fois, le M transposé M, c'est la matrice de corrélation une fois que j'ai centré et réduit mes variables. Okay, donc on voit que c'était un outil assez naturel pour la ACP. Ici, à partir du moment où je commence à vous parler du test du Wiki2, on voit que le Wiki2 devrait sûrement jouer un rôle important. En particulier, on va avoir une distance associée au Wiki2 qu'on va essayer d'utiliser par la suite. Okay, donc voilà un peu où on va pendant cette cette vidéo à venir, puis les prochaines aussi. Donc l'idée de la table de contingence, c'est quoi? C'est quand vous vous placez sur un individu un peu pris au hasard, d'accord? Donc supposons que je prenne l'individu IJ, d'accord? Donc IM composante, JM composante pour la seconde. Qu'est-ce que je fais? Je compte tout simplement le nombre de personnes. Donc, vu que j'ai déjà utilisé l'indice I, je ne peux plus utiliser mes individus comme étant des I, mes individus maintenant sont des K, d'accord? Donc je somme pour K égale 1 jusqu'à N, le nombre de personnes qui sont dans la catégorie AI, okay, pour la catégorie associée à X1, et BJ pour la catégorie associée à X2. D'accord? Donc ça, c'est le tableau de contingence standard. Donc je vous renvoie à tout ce que j'avais pu raconter là-dessus dans les rappels, mais aussi sur les GLM. Quand je vous avais présenté les GLM, on avait vu arriver ce test de Wiki2 comme étant un outil naturel quand on avait quitté le monde des moindres carrés et qu'on arrivait sur les GLM. Donc un petit exemple pour illustrer ça. J'ai pris les données du Titanic. D'accord? Donc j'ai cette base de données du Titanic dans lesquelles j'ai pas mal de variables. La majorité sont catégorielles, d'accord? Survie, décès, la classe, première, seconde et troisième classe, le genre. Okay, donc j'ai pas mal de variables de ce genre-là, donc qui sont des classes. Donc ici, j'en regarde deux, qui sont le fait de survivre ou pas. Donc le fait de survivre, c'est une variable qui prend une modalité 0,1, et la classe, au contraire, sera donc la classe, elle sera sur les modalités première, deuxième et troisième classe. Okay, et on récupère ce tableau de contingence ici. Okay, donc mon tableau ici contient mes NIJ, qui sont les nombres d'observations de classe I et J respectivement sur la première et la seconde variable, c'est-à-dire mes premiers et seconds facteurs. Okay, et ce qu'on avait vu, c'était on va sûrement pouvoir analyser cette matrice-là, cette base de données, tout simplement en comparant avec ce qu'on aurait dû avoir si les données étaient indépendantes. Okay, donc je suppose que mes données sont indépendantes. Hypothèse H0, mes données sont indépendantes. Okay, comment est-ce que je peux tester cette hypothèse? Il faut essayer de se souvenir ce que ça veut dire être indépendant. Une variable x1 est indépendante de x2 si et seulement si la loi marginale, la loi du couple, est égale au produit des lois marginales. Okay, donc la probabilité de tomber sur, alors je l'avais mis en jaune, sur X, sur AI pour la composante 1 et en même temps sur BJ pour la composante 2 devrait être égale au produit des lois marginales. Donc tomber sur probabilité de tomber sur AI et probabilité de tomber sur BJ. Okay, il faut que ce soit vrai pour tout I et pour tout J. D'accord? Donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est de se dire, je dois avoir un ensemble. Encore une fois, je vous renvoie sur le test qui est fait dans le cas des variables. C'est le test de la loi multinomiale en fait. Okay, est-ce qu'une loi multinomiale est égale à une certaine valeur? Je vais utiliser une métrique. Assez naturellement, on voit apparaître une distance euclidienne en se disant je vais prendre la différence entre le nombre que j'espère avoir, par exemple, dans cette catégorie-là, et le nombre que j'espère avoir dans cette catégorie-là. Donc, on a ici le NIJ qui apparaît à gauche. Est-ce qu'il est à peu près égal au NIJ orthogonal? Okay. Sauf que on voit que la distance euclidienne ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la distance euclidienne va s'amuser à regarder la différence le carré de la différence. Okay, donc je vais m'amuser à quantifier NIJ moins ce que me donnerait l'hypothèse indépendante au carré.
Ok, mais cette différence absolue que j'élève au carré, elle m'intéresse peut-être pas. Parce qu'avoir une différence de 5, ça vous dit rien. Avoir une différence de 5 dans un groupe de 5000, c'est pas la même chose qu'avoir une différence de 5 dans un groupe de 10. Donc on se doute qu'il va falloir normer. C'est un petit peu ce que nous raconte ce test de Pearson. Alors déjà, est-ce que je peux calculer ces coefficients, tout simplement, ces N et J orthogonaux? Bah, oui, on se place sous l'hypothèse d'indépendance. Sous l'hypothèse d'indépendance, comment est-ce que je récupère le nombre comment je récupère cette proportion de personnes qui sont dans la classe AI? Ben, c'est simple. Quand vous regardez votre tableau de contingence, ici j'ai ma ligne I. Okay, si jamais je somme toutes les valeurs qui sont sur cette ligne-là, j'obtiens ce qu'on va appeler NI points. C'est-à-dire le nombre d'individus qui sont de type I, peu importe la variable J. Okay, donc NI points sur N me donne un bon proxy de ce que devrait être cette variable-là. N point J, qui est au contraire ce que j'obtiens en sommant sur les colonnes, me donne un bon n.j sur n me donne un bon proxy de la probabilité des deux types J. Okay, donc en faisant le produit des deux, je devrais récupérer quelque chose que je peux rassocier à ma fréquence en fait d'être de type I et J si jamais j'étais indépendant. D'accord. Donc l'idée du test du Ki2 va être basée sur la différence entre cet objet-là, donc ce NIJ orthogonal, donc qu'est-ce qui se passerait si jamais j'étais orthogonal, et ce que j'ai réellement observé. D'accord. Donc l'idée de la statistique de Pearson, c'est bien de dire, je vais travailler sur la différence, le carré de la différence, sauf que j'ai ce problème de normalisation. Et comment est-ce qu'il norme? Tout simplement en divisant par la taille. D'accord. Donc on obtient notre statistique classique du Ki2, qui est le nombre observé dans la classe J moins le nombre théorique qu'on devrait avoir sous les hypothèses d'indépendance que j'élève au carré, et je norme ça en divisant par le nombre théorique que j'aurais dû avoir sous les hypothèses d'indépendance. Et ce que dit le test de Pearson, c'est que cette statistique Q, si H0 est vrai, doit suivre une loi du Ki2 à I-1, J-1 degré de liberté. Okay. Mais le point qui est important, c'est finalement, c'est ce qu'on a construit ici. Cette grandeur ici, elle va être hyper intéressante parce que c'est ça en fait qu'on a envie de quantifier. Et certes, j'utilise ça pour tester l'indépendance, mais je vais pouvoir l'utiliser pour me dire, pas pour comprendre pourquoi je n'ai pas l'indépendance. Je vais le montrer dans un instant sur des données, mais les valeurs pour lesquelles j'ai des valeurs qui sont très 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 grandes sont des valeurs pour lesquelles j'ai un problème. Alors, le fait qu'on ne soit pas indépendant veut juste dire qu'on est dépendant. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est est-ce qu'ils vont ensemble ou au contraire, est-ce qu'ils se répulsent? Et ça, je peux l'avoir en introduisant cette grandeur-là, qui est ce qu'on va appeler la contribution de la périgie, telle que le Q, ce soit tout simplement la somme des UIJ au carré. Le gros intérêt, c'est que je vais faire intervenir le signe de cet objet-là. Okay, si jamais le signe est positif, ça veut dire que j'ai beaucoup trop d'observations. Donc mes données I et J, elles s'associent manifestement beaucoup trop, en tout cas beaucoup trop par rapport à ce que je devrais avoir sous l'hypothèse d'indépendance. Alors qu'au contraire, un signe négatif voudrait dire que ces modalités vont avoir tendance à s'opposer. Okay, donc on va pouvoir quantifier la notion d'attirance et de répulsion, deux modalités de deux variables différentes. Okay, donc là, on va penser plutôt à couleur des yeux, couleur des cheveux. Okay, ce qu'on va voir, c'est que les cheveux blonds et les yeux bleus ont plutôt tendance à s'associer. Okay, donc il y a des cas comme ça pour lesquels on va observer des associations, au contraire des répulsions dans d'autres cas. Et ce qu'on voit apparaître, c'est que la distance naturelle, c'est plus la distance euclidienne, c'est cette distance dans laquelle je norme en divisant par alors, si je travaille sur les différences de nombres par la racine carrée du nombre théorique de valeurs de type IJ dans le cas indépendant. Okay, c'est vraiment ça le point clé de tout ce qui va suivre ensuite, c'est que c'est cette grandeur-là qu'on va regarder pour faire un test d'indépendance. Donc c'est cette grandeur-là sur laquelle on va travailler par la suite pour mettre en place notre analyse factorielle en fait. Okay. Donc, je vais juste vous présenter un petit peu les données dont je dispose pour faire de l'analyse. Donc, je vais commencer par une petite base très simple, qui est une vieille base de données en France sur les professions au sein d'un couple. Donc, on a récupéré toutes les professions de personnes qui se sont mariées en 1994. Donc, je suis désolé, les données sont un peu anciennes, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour jouer. Okay. Et on les associe à des professions. Alors, on a une dizaine de catégories et on essaye de voir est-ce qu'il y a des professions pour lesquelles les couples ont plutôt tendance à se mettre ensemble ou au contraire à s'opposer. Okay, donc, ça sera une petite base pour faire une introduction. Ensuite, je passerai du temps sur la base de la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Alors, petites informations en plus, dans ma base, j'ai une autre information qui est le genre. Donc, techniquement, je n'ai pas 2 variables, mais j'ai 3 variables. Donc, dans un premier temps, on oubliera le genre. On le fera juste sur la couleur des yeux, la couleur des cheveux.
Et pour finir, à la fin, j'essaierai de dire est-ce qu'on aurait pu rajouter le genre pour voir s'il y avait des choses à voir. Je vais vous présenter toute la théorie, puis comme dans la CP, à la fin, je présenterai des exemples. Mes exemples, je vais utiliser deux bases qui sont dans le livre de François Husson, qui sont sur les tâches ménagères. Donc, on a une liste de tâches ménagères et on voit dans un couple qui les réalise. Est-ce que c'est pour les couples hétérosexuels, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il y a une alternance ou est-ce que ce sont les deux? Voilà. Donc, on essaye de voir est-ce qu'il y a des tâches pour lesquelles soit les hommes, soit les femmes on fait un partage très clair, ou au contraire des tâches qui sont beaucoup plus collectives. Okay. Il y a une base de décès, je passerai un peu plus rapidement dessus, ce sera la dernière, plus en lien avec des problèmes d'assurance, où on essaye de comprendre les causes de décès en fonction de l'âge. Donc, j'aurai des tranches d'âge, j'aurai des types de causes de décès, et on va essayer de voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut observer. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont plus associées à certains âges ou pas. Et pour finir sur l'ACM, je reviendrai sur une base qu'on a déjà pas mal utilisée dans le cours précédent de régression, qui sont les données du Titanic, donc où on a récupéré les données, les informations, et on essaie de comprendre qui survit, qui décède. Donc présenté comme ça, vous vous dites, mais c'est un problème supervisé. On va oublier cette histoire d'essayer de comprendre qui décède, qui survit. Là, on se contente de regarder qui y a dans le bateau et qu'est-ce qu'on peut observer. Alors, effectivement, on va pouvoir regarder une variable particulière qui sera décès et survie, essayer de les repérer dans l'espace, en projeté, et essayer de voir quelles sont les modalités qui se rapprochent de la survie et les modalités qui se rapprochent du décès plutôt. Okay, donc c'est ça qu'on va faire pendant cette capsule. Donc la première base, c'est cette base de données avec les époux. Okay, donc on a un certain nombre d'informations. Donc on a des professions. Okay, donc j'ai des professions des hommes et les professions des femmes. D'accord. Donc avec les mêmes catégories. D'accord. Et j'ai des comptages. Donc ma base est un peu trop grande, elle ne rentre pas dans mes slides, mais peu importe. Encore une fois, vous pouvez jouer un petit peu avec. Donc on a 9 catégories professionnelles, donc qui commencent à agriculteurs, artisans, commerçants, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers, retraités, inactifs et inconnus. Alors inconnus, on l'aura assez souvent et on en discutera un tout petit peu. Il y aura une capsule qui va arriver juste ensuite sur justement le traitement des valeurs manquantes, sur lesquelles je donnerai une série de transparents sur les problèmes d'imputation, puisque des fois, ça peut être intéressant d'imputer des valeurs manquantes. Et voilà, donc on observe ces données-là, qui sont tout simplement les données brutes. Donc ici, j'ai mes NIJ. D'accord. Donc vous prenez une I, une colonne J, la valeur qui se trouve là, c'est mon NIJ. Donc je pourrais me demander qu'est-ce que j'aurais dû avoir sous hypothèse d'indépendance. Donc comment j'obtiens cette hypothèse d'indépendance? Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je vais m'amuser à sommer mes NIJ et mes NIJ orthogonaux sur une colonne ou sur une ligne, j'aurai toujours le même total, par construction même de cette variable-là. D'accord. Donc, c'est juste que mes 636 personnes qui sont des femmes agricultrices, okay, j'essaye de les allouer en fonction des professions des maris, en me disant que les deux variables sont indépendantes. Donc, en fait, je vais récupérer les répartitions des professions possibles des hommes. D'accord. Donc, si jamais j'ai que je ne sais plus, je dois avoir peut-être 5% d'agriculteurs dans ma base, dans ces cas-là, c'est logique que parmi mes femmes agricultrices, elles épousent 5% d'agriculteurs. C'est ce que ça devrait être si jamais j'avais la notion d'indépendance. Donc la notion d'indépendance, c'est bien dire les proportions jointes, c'est les proportions par ligne multipliées par les proportions par colonne. Okay. Donc on peut regarder un petit peu ce qui se cache. Donc c'est ça qu'on essaie de quantifier, hein. C'est vraiment ces grandeurs-là. Et on peut regarder toutes sortes de choses. On va commencer par regarder les contributions au Ki 2. Donc les contributions au Ki 2, ce sont les objets qui se trouvent là. Et on essaie en particulier de voir les valeurs qui sont très 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 importantes. En tout cas, qui ressortent nettement du lot. Okay. Et on voit apparaître, alors j'ai pris des seuils de manière très arbitraire, mais la première qui va ressortir, c'est les retraités. Donc manifestement, quand il y a un mariage d'une femme retraitée, il y a des chances pour que en face, il y ait un homme retraité. Donc là, on retrouve quelque chose qui n'est pas essentiellement lié à la profession, qui est plutôt lié à une notion d'âge. Okay. C'est que les âges au mariage sont une espèce de corrélation. Quoi. Les personnes jeunes se marient entre elles, les personnes vieilles se marient entre elles. Voilà, il y a des effets générationnels. Mais on observe aussi une forte dépendance sur certaines professions. Donc en particulier, les cadres supérieurs ont tendance à se marier entre eux.
Et autre particularité, les agriculteurs ont tendance à se marier entre eux. Okay, donc on voit apparaître juste sur les contributions du Ki 2 sûrement des modalités qui vont s'attirer. D'accord. Donc ces modalités s'attirent. Alors ce que ça veut dire, c'est que a priori, si jamais agriculteur femme attire agriculteur homme, c'est sûrement que ça repousse les autres. Okay, un peu par opposition. D'accord. Donc c'est ça qu'on va essayer d'analyser. Alors comment est-ce qu'on va l'analyser? Alors c'est simple, c'est que le tableau de contingence, j'ai deux manières de le lire. Soit je l'écris de manière brute, ce qu'on avait fait auparavant, soit on essaie de le regarder, ce qu'on va appeler en regardant des fréquences moyennes par ligne ou par colonne. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le droit de normer, soit sur toutes mes colonnes. Donc, ce que je vais exprimer, ce n'est pas des fréquences absolues d'être en I et J, c'est plutôt quelle est la fréquence, enfin, si jamais je m'intéresse aux agriculteurs, aux agricultrices femmes, okay, qui est-ce qu'elles épousent? Quelles sont les proportions, enfin, quelles sont oui, c'est ça, les proportions qui sont attribuées à chacune des catégories. D'accord. Donc, ce qu'on voit, c'est que les agricultrices femmes, bah, elles épousent majoritairement des agriculteurs, on l'avait vu, et ce d'autant plus que dans la population totale, encore une fois, j'avais dit 5%, en fait, c'est 2% d'agriculteurs qui existent, enfin, d'hommes qui sont agriculteurs dans la population. Okay. Donc, on a une proportion qui est très très faible, mais au niveau des mariages d'agricultrices, ça ressort très fortement. Okay. Au contraire, on voit que ouvrier est à 34% de la population. Chez les agricultrices femmes, on n'est qu'à 18%. D'accord. Donc on voit qu'il y a des pourcentages qui sont nettement plus forts et nettement plus faibles. Donc là, ça nous donne une première idée, mais ce qu'on voudrait encore une fois à la fin, c'est avoir un dessin. Donc je vais commencer par en proposer certains qui sont directement basés là-dessus, puis après on fera l'analyse factorielle simple. Okay. Et je peux faire, donc là c'était ma lecture en disant, bah, je vais sommer sur toutes en disant que par colonne, je vais relativiser par mes colonnes, c'est-à-dire par les professions des femmes, mais j'ai le droit aussi de relativiser par rapport à la profession des hommes. Okay, dans le sens où je vais regarder par exemple les agriculteurs hommes et me demander qui est-ce qu'ils ont tendance à épouser. D'accord. Donc on voit, alors certes ils épousent assez peu d'agricultrices femmes. Okay, pour faire simple, la profession d'un agriculteur, la profession de la femme d'un agriculteur homme n'est que dans 7% des cas agricultrice au moment du mariage. Il faut juste comprendre que la population, c'est 3 pour 1000. Donc on est déjà beaucoup plus élevé que par rapport à la population de base. Mais le point important, c'est surtout que ça se reflète au niveau des... il y a beaucoup de femmes qui sont employées, beaucoup de femmes qui sont inactives. Alors certes, ça reste comparable avec l'ensemble de la population, mais on voit qu'il y a quand même une attirance assez forte, relative, entre les proportions agriculteurs. D'accord. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de capturer par la suite en essayant de se demander quelles sont les professions justement qui s'attirent et qui se repoussent. Si vous regardez par exemple les employés femmes, on voit que les employés femmes sont assez peu mariées avec des cadres. Dans la population totale, elles sont à 40%. Un cadre homme a une chance sur 5 d'épouser une employée femme alors qu'elles sont à 2 sur 5 dans la population totale. Donc on voit des oppositions qui commencent à sortir juste en faisant ces tableaux relatifs, qui sont vraiment juste les fréquences empiriques. C'est juste, ici je regarde les NIJ divisés par mes NI points, ou alors mes NIJ divisés par mes N.J. D'accord. Donc c'est vraiment les fréquences relatives par rapport soit à mes lignes, soit à mes colonnes. Alors ça peut s'observer. Donc il existe ce qu'on appelle les mosaic plots, directement ces grandeurs-là, et qui sont construits en fait autour des données du Ki 2. Donc dans un cas ici, je vous fais la transposée de M, dans l'autre cas, je vous fais la matrice M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait les colonnes ici, si vous regardez au niveau du dessin, j'ai des découpages ici par colonne. Donc en fait, j'ai mes colonnes qui sont fixes. Et c'est juste que je regarde la proportion dans chacune des catégories. Avec donc des données qui sont basées sur les résidus standardisés, c'est-à-dire en gros les résidus dont on parlait tantôt. D'accord. Donc les résidus qui sont en fait les différences entre ce que j'observe, moins ce que j'espérerais avoir si jamais j'étais indépendant, divisé par la racine carrée des NJ indépendants. Donc l'avantage, c'est que j'ai ce signe, et donc c'est ce qui ressort au niveau des couleurs. Si jamais ce signe a tendance à être négatif, je mets du rouge,
et le bleu, au contraire, on est sur du positif. Donc, on voit qu'on a une espèce d'attirance sur la diagonale, okay, donc, ce qui sous-entend que les catégories sociales s'assemblent, okay, davantage. Hors diagonale, encore une fois, je triche un peu parce que quand je dis diagonale, je sous-entends qu'il y a une espèce d'ordre, okay, mais ce n'est pas non plus si simple que ça. D'accord. Donc, on peut avoir cette première stratégie pour le visualiser. Ici, ce sont mes fréquences empiriques. Donc ici, j'ai mes NIJ, c'est le dernier sur les N. D'accord. Donc encore une fois, ça va sommer à 1. D'accord. Pardon, j'ai pas des 1 ici, mais c'est juste que c'est juste pour rendre le tableau lisible. Ok. Donc on a ce tableau des fréquences, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va se raccrocher à la CP? C'est simple. On va faire de la CP en disant qu'on va regarder soit les lignes en regardant les tableaux relatifs par ligne, soit les colonnes en regardant le tableau relatif par colonne. Okay. Donc on est vraiment dans l'idée très simple de faire une ACP sur les grandeurs dont je parlais juste ici. Donc on va regarder ces tableaux-là et on va essayer de faire une ACP là-dessus. Okay. Donc ça va être l'idée de base de l'analyse des correspondances, c'est de faire l'ACP sur ces grandeurs-là, sauf que c'est pas exactement ça qui va nous intéresser. Donc si jamais je m'intéresse à essayer de regarder la distance qui peut exister entre deux lignes, okay, c'est ça qu'on regardait techniquement quand on faisait notre ACP en fait. J'utilisais une distance euclidienne. Okay. Encore une fois, quand je fais du M transposé, derrière, on retrouve notre produit scalaire standard, et la norme associée, c'est la norme euclidienne. Okay. Donc la norme euclidienne, c'était joli, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On ne va pas non plus faire du Malanobis. En fait, ce qu'on va faire, c'est une distance qui est la distance du Ki2. Donc l'idée de l'analyse des correspondances, c'est tout simplement de dire, je vais faire une ACP, mais basée sur cette distance. Je vais faire une ACP, mais sur cette distance-là. D'accord. Donc c'est une distance qui est une distance sur les. Ici, on retrouve ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire les grandeurs normalisées par ligne, par colonne, d'accord, que je vais comparer, okay, et je vais tout simplement les pondérer par ces grandeurs-là. D'accord. Donc la pondération dans laquelle on avait historiquement dans le Malanobis de l'écart type, on va le remplacer par une fréquence qu'on pense avoir au niveau global. Okay. Donc c'est cette distance-là qu'on va utiliser quand on va faire une analyse des correspondances. Donc, je vais vous le faire sur un petit exemple. Donc, comment est-ce que je peux capturer cette distance? C'est très simple, on peut la récupérer en mettant des poids. Donc, en mettant des poids lignes et des poids colonnes. Okay, donc, je peux le faire directement avec la fonction PCA. D'accord. C'est tout simplement en jouant sur les poids. Donc, en mettant des poids qui sont soit les fréquences, soit l'inverse des fréquences. Okay, et je vais sommer dans un cas sur les lignes et dans l'autre cas sur les colonnes. D'accord. Donc, je prends ma matrice de fréquences, tout simplement. Okay, et je fais cette analyse donc, de mes lignes et de mes colonnes. Donc, on récupère le graphique qui se trouve à droite. Okay. Donc, les variables, ce sont les professions des femmes, okay, alors que les individus sont les professions des hommes. Encore une fois, je suis parti sur un des tableaux, okay, et je vais donc le lire dans ce sens-là. Donc, ici, je vous rappelle que j'avais les hommes et ici, j'avais les femmes. Okay. Ici, je récupère mes individus et ici, je récupère mes variables qui sont mes variables donc standardisées avec cette métrique-là. D'accord. Encore une fois, je n'utilise pas je ne normalise pas par l'écart type. Donc, je lui dis que scale unit est égal à false. Donc, utilise vraiment la distance euclidienne, mais on va mettre des poids pour corriger. Okay. Donc, les poids, ils sont ici. Mon poids, il consiste à dire, je vais corriger par ce 1 sur les f.j. On va le retrouver ici. C'est les poids que je vais mettre sur chacun des éléments de mes variables. D'accord. Donc, c'est vraiment ça qui apparaît ici. OK. Donc, c'est ça qu'on va utiliser dans notre analyse. D'accord. Et ça nous renvoie le graphique qui se trouve ici. Alors, j'ai juste utilisé la fonction fvise PCA sur les variables et les individus. Okay. Ce qu'on va garder par la suite, ce sont ces variables. Donc, on voit apparaître les retraités femmes, les cadres femmes, les professions intermédiaires, les inactifs, les employés. Donc, on retrouve un petit peu tout le monde. Certains se projettent mal, d'accord. Mais encore une fois, on était dans un espace en dimension 9. Je réduis en dimension 2. Il est possible que mes deux premières composantes n'expliquent pas tout. On a les informations ici. J'explique à peu près 70% de mon inertie. Ce qui est quand même pas si mal. D'accord, j'ai divisé, j'étais à 9, je passe à 2. Donc, on est à peu près à 25% de diminution de réduction de la dimension de mon problème. D'accord, mais ce 25% de dimension ne fait perdre que 30% de
de mon inertie. D'accord, j'ai 70% qui est capturé par ce quart de données. Okay, donc, c'est quand même pas mal. Ça sera la première partie de mon analyse qui consiste à dire je vais prendre mes variables construites sur ce tableau de contingence qui a été normé. Okay, et je vais stocker ça dans un coin. Je vais faire l'autre approche qui consiste à dire au contraire, donc je vais prendre la transposée de ma matrice. Okay, donc je vais prendre l'autre matrice, donc cette fois-ci, je vais avoir les femmes versus les hommes, et pareil, je vais m'intéresser aux variables, d'accord. Donc les variables ici, ce seront les variables des hommes, ok. Donc on va retrouver ici les employés hommes, les cadres hommes, profession intermédiaire des hommes, les ouvriers hommes, etc. Ok, donc on retrouve toutes les projections de nos variables sur ce tableau-là. Et ce que je vais vous montrer par la suite, c'est qu'en fait, là encore, je peux superposer les deux. J'ai le droit de superposer, donc je récupère les coordonnées de mes individus dans mes deux espaces, et je vais tout simplement les mettre ensemble sur le même graphique. D'accord, ce qui va me donner le graphique qui se trouve en haut à droite. Donc le graphique en haut à droite, c'est celui où j'ai directement récupéré les sorties de mon ACP. D'accord, donc je récupère mes individus tels qu'ils ont été construits en faisant des ACP. Si jamais vous utilisez la fonction, donc il y a une fonction R pour faire de l'analyse des correspondances, c'est cette fonction CA. En fait, quand vous faites le fils CA donc le biplot, qui permet de voir, encore une fois, les deux composantes de ma base, okay, on obtient très exactement le même graphique, d'accord, à un petit facteur de normalisation près, okay, mais la représentation visuelle de mes points, elle est très très proche. Okay. D'accord, il y a peut-être un petit souci de lecture parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas forcément négatif, mais le 0 est ici. D'accord, donc je suis très légèrement à gauche pour quasiment tous mes points, ce qu'on observe ici. D'accord, donc tous mes points se retrouvent là aussi par là. Et on a nos deux individus un peu extrêmes ici qui vont ressortir. D'accord, donc l'idée de l'analyse des correspondances, c'est vraiment de construire cette projection qu'on retrouve en bas. Donc le graphique en bas, c'est le graphe de Bourdieu, alors que moi je fais juste avec deux variables, d'accord, mais où on voit apparaître toutes les modalités qui s'attirent et se repoussent. Okay, donc encore une fois, il y a toujours repenser toujours à mon ACP qui consiste à dire je projette des points qui étaient dans l'espace. Si jamais je suis au bord, repenser aux variables sur la sphère unité. Si jamais je suis sur le bord, je suis bien projeté. C'est-à-dire que deux points qui sont voisins, ils étaient voisins au départ. Donc j'ai le droit de faire une interprétation. Deux points qui sont au centre, ça se trouve, ils étaient opposés au départ. D'accord, donc on interprète assez peu finalement ce qui va se passer au centre. Okay, mais les points qui sont proches, mais un petit peu éloignés dans le graphique, ils vont m'intéresser. D'accord, donc en particulier, on voit apparaître quelque chose qui ressort très clairement. C'est les deux modalités retraité homme, retraité femme s'attirent, et les cadres hommes, cadres femmes s'attirent. Okay, on en avait observé un autre, visiblement sur les ouvriers, mais qui n'était peut-être pas si fort que ça, okay, qui se retrouve certes un petit peu par ici, mais pas tant que ça. D'accord, celui qui ressort le plus, et de loin, c'est les retraités. Mais encore une fois, c'est un peu triché parce que ce qu'on observe, ce n'est pas un effet social ou de profession, c'est juste une association par classe d'âge. Okay, après, c'est rassurant, ça donne du sens à notre lecture. D'accord, donc je vais peut-être faire une petite pause et ensuite on essaiera de formaliser un petit peu cette analyse et d'essayer de comprendre ce qu'on vient de construire. Ok, je vous retrouve très bientôt.